Bonjour, à nouveau bienvenue dans ces cours virtuels. Et donc je voudrais consacrer oui, ça c'est un chat, hein, ne vous inquiétez pas si vous entendez miauler. Je voudrais consacrer cette vidéo à tirer donc dernière vidéo sur les événements 68, le bilan, la signification, les prolongements à court et à moyen et à long terme. Rapidement. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est comment deux crises se succédaient, crise étudiante 3-11 mai, qui débouche sur une crise sociale et une impasse politique, avec vraiment un moment où entre, disons, le 26 et le 29 mai, on est dans un brouillard total et où tout est possible. Tout est possible et où il n'y a pas de sortie de crise évidente, d'une part, l'absence de débouchés politiques à gauche, tant du côté du Parti communiste, du côté du mouvement de mai 1968, que du pouvoir qui semble totalement perdu à l'abandon, jusqu'à ce que le général de Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et que les choses semblent, je dis bien semblent, se remettre en route à partir de cette annonce-là. Le symbole de l'ampleur du chaos, c'est la réception des accords de Grenelle. Parce que, nonobstant les immenses avancées sociales de ces accords, ce n'était pas l'attente de cette grève générale qui a le sentiment un petit peu qu'on essaye de l'acheter, vous comprenez? Et donc, il faut s'interroger, et ça aura des conséquences très importantes sur les rapports de force à gauche après, sur en quoi la volonté de ne pas prendre le pouvoir par le Parti communiste, qui est patente, qui peut être portée à son crédit d'un certain point de vue, hein, ça c'est notre débat sur lequel je ne me prononce pas, va contribuer très fortement à miner son influence, à commencer à miner son influence dans la société française. L'idée un peu, si vous voulez, à quoi il sert. Jean-Jacques Becker, avant l'élection de François Mitterrand, en début 1981, écrira un très beau livre qui s'appelle « Le Parti communiste veut-il prendre le pouvoir ?» Et je crois qu'en 1968, il est devenu clair pour une opinion qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, avait fait du Parti communiste un mouvement politique incontournable. L'opinion publique, donc, a commencé à ressentir ce poids du Parti communiste comme étant finalement quelque chose qui était un petit peu inutile. C'était d'ailleurs l'un des slogans, parmi les nombreux slogans, soyez réalistes, demandez l'impossible, l'imagination au pouvoir, que sais-je encore. Parmi tous les grands slogans de mai 68, il y en a un qui demeurait un petit peu secondaire, mais qui était tagué sur les murs de l'école normale supérieure. C'était « Althusser à rien », du nom du philosophe communiste Louis Althusser, qui avait formé toute une génération d'intellectuels, de jeunes intellectuels, sur le marxisme. Althusser à rien. Ben, on pourrait dire que
L'une des conséquences de cette attitude que je vous ai décrite dans la vidéo précédente, c'est que le Parti communiste ne sert pas à grand-chose. Ou en tout cas, qu'il demeure dans un deal fondateur depuis la Seconde Guerre mondiale, qui consiste à gérer les mouvements sociaux et à laisser le pouvoir politique à la droite. Voilà un petit peu l'un des sentiments qu'inspirent ces leçons sur ces journées où incontestablement, même si on ne peut pas prévoir ce qui serait passé, si le Parti communiste avait voulu prendre le pouvoir entre le 27 et le 29 mai 1968, il est fort à parier qu'il aurait pu, sans grande difficulté, concourir à une solution politique, à un débouché politique à la crise du mois de mai. Il s'y est refusé. Alors, je répète, je ne me prononce pas et je ne porte aucun jugement quant au fond de sa stratégie. Et à partir de là, va commencer à se faire jour l'idée qu'il n'est pas une force politique d'alternative. Et donc, si on veut une alternance vis-à-vis du général de Gaulle ou du pouvoir du général de Gaulle, fort contesté, il faut inventer autre chose. C'est une conséquence à long terme. Peu de gens ne s'en rendent compte sur le moment, et certains saluent au contraire le sens des responsabilités dont aurait fait preuve le Parti communiste à ce moment-là, pour d'autres, dont je fais partie, ça ne vous étonnera guère. Je pense que le Parti communiste a administré la preuve de son incapacité à offrir une alternative à ce moment-là. C'est extrêmement important comme notation parce que ça va expliquer toutes les stratégies d'union de la gauche dans les années 70, le programme commun de gouvernement de la gauche, la reconstitution d'une grande force socialiste pour changer les choses, et finalement toute la stratégie qui sera celle de François Mitterrand après le congrès de refondation du Parti socialiste de juin 1971 à Épinay-sur-Seine. Mais le chemin va être tortueux et j'aurai l'occasion dans des vidéos ultérieures de revenir sur cette complexité du chemin. Du côté du général de Gaulle, apparemment il va gagner. Il va gagner parce que les élections législatives de la fin du mois de juin 1968 vont se dérouler dans un climat de raz-de-marée pour le général de Gaulle, parce que tout simplement le pays, qui avait d'abord soutenu le mouvement étudiant face à la violence de la police, qui ensuite avait accueilli avec satisfaction le mouvement de grève, qui a bénéficié des incontestables avancées des accords de Grenelle. J'en ai cité quelques-unes dans la vidéo précédente. Il y en a une dont je n'ai pas parlé, qui est la 4e semaine de congés payés. Moi, j'ai pour habitude de rappeler que quand les Français partent en congés payés, en vacances, ils partent 15 jours avec Léon Blum, une semaine avec le Front républicain, le gouvernement socialiste de 1956, voué aux gémonies à cause de la guerre d'Algérie, et je crois avoir longuement insisté là-dessus. Mais enfin, ils partent une semaine avec mai 68, et ils partent une semaine avec François Mitterrand, en 1981. Et ce sont des faits incontestables. Donc, l'opinion publique qui avait vraiment accueilli avec sympathie ce mouvement se retourne parce que ça dure longtemps, parce que c'est violent,
parce qu'il n'y a pas de débouché politique, et pas plus du côté du Parti communiste que du pouvoir apparemment, et pas davantage d'ailleurs du côté des forces qui ont été à l'œuvre en 1968. Le cas le plus typique, je l'ai souligné, je crois, c'est l'incapacité de quelqu'un comme Pierre Mendès France à saisir l'opportunité qu'on lui tend lors du meeting de Charletti. Des gens comme François Mitterrand qui ont proposé un gouvernement provisoire parce que, je le répète encore une fois, le général de Gaulle ne tient plus la barre dans la tempête. Enfin, quelqu'un qui va se réfugier auprès de l'armée française en Allemagne n'est plus aux commandes. C'est une vérité basique. Même si cela sera retourné dans une opération de communication politique, Mitterrand, salopard, putschiste. Apprenti dictateur. Fin de la parenthèse sur le sujet. Donc, après tout, des conquêtes matérielles, sociales, de tout premier plan, qu'il faudra peut-être bien payer d'ailleurs à un moment donné, nous aurons l'occasion d'y revenir. Bref, plus d'essence, pénurie, voilà, le ras-le-bol de l'opinion qui va être accentué par le système des élections législatives au scrutin majoritaire à 2 tours. Parce que quand on analyse en détail, mais je vais vous en faire grâce aujourd'hui, les résultats des élections législatives qui sont un raz-de-marée, une chambre introuvable, un petit peu comme la chambre de 1958. Cette assemblée est élue, mais la majorité de ceux qui sont élus au second tour sont élus avec une très faible majorité dans leur circonscription. Et c'est le scrutin majoritaire qui amplifie, n'est-ce pas, ce raz-de-marée en faveur de l'ordre. Parce que c'est un argument rhétorique facile, mais qui porte facilement également. Le mouvement de mai 68 est qualifié par les milieux réactionnaires, traditionnalistes, comme les forces du désordre. Et si bien qu'après la victoire gaulliste en 1968, la tentation sera grande de dire « circuler, il n'y a rien à voir, il ne s'est rien passé ». Il y aura une sorte de sentiment négationniste. Il ne s'est rien passé, ça a été un chahut étudiant. Non, ce qui s'est passé en 1968 a révélé en profondeur un mouvement profond de contestation qui va bouleverser les structures mentales dans la période précédente. À gauche même, à gauche non communiste, Mitterrand apparaît comme le diabolicus ex machina, si bien que beaucoup de gens, y compris de ceux qui prétendront l'avoir soutenu dès cette époque-là, veulent en 1968 s'en débarrasser. Si vous voulez, l'incapacité a posteriori de sa tentative de gouvernement provisoire apparaît comme responsable du désastre électoral des élections législatives. C'est injuste, mais c'est la loi de la vie politique. Je pense par exemple à quelqu'un comme son futur Premier ministre en 1981, Pierre Mauroy, qui a des commentaires très durs sur François Mitterrand à ce moment-là, dans les mois de juillet, août, septembre 1968, sur François Mitterrand. Je sais d'ailleurs, à titre personnel, que quand j'avais écrit tout ça dans ma biographie sur Guy Mollet, Pierre Mauroy n'avait pas tout à fait apprécié et me l'avait fait savoir. Enfin, fin de la parenthèse sur le sujet.
Donc, apparemment, une révolution manquée et le retour à la normalité. Sauf que ce retour à la normalité, en fait, se passe en profondeur très mal. Parce que autour du général de Gaulle, il n'y a plus la confiance de son Premier ministre, celui qui a maintenu la situation. Et que t'es un beau chat, mais je travaille. Alors s'il te plaît, tu viens te mettre là si tu veux, et tu m'emmerdes pas. Voilà. Le général de Gaulle n'a plus la confiance nécessaire pour continuer à gouverner avec Georges Pompidou. Lors même que c'est Georges Pompidou qui a évité un bain de sang dans ces semaines-là, donc il s'en débarrasse. Il le remplace par un nouveau Premier ministre, respectable, certes, Maurice Couve de Murville, mais bon, voilà. Georges Pompidou a compris dans ces moments de 1968 où il a tenu la baraque que le général de Gaulle, c'était fini. Je vais le dire de façon très brutale, à la serpe. De Gaulle est apparu, désormais, comme un vieillard bien encombrant, qui n'est plus en phase. Et c'est ne rien enlever à sa dimension historique, mais qui n'est plus désormais en phase pour avoir la légitimité pour continuer. Et d'ailleurs, De Gaulle s'en rend relativement bien compte, parce que par beaucoup d'aspects, son insistance à refuser, à dévaluer le franc à l'automne 68, la formule fameuse, la politique de la France ne se fait pas la corbeille, sa volonté de se lancer dans un référendum sur la régionalisation en avril 1969, qui est un référendum un petit peu suicide, puisqu'il dit que s'il y a le non l'emporte, il démissionnera. Tout cela s'explique par cette rupture avec Georges Pompidou et le fait que dans beaucoup de milieux conservateurs, ils ne sont plus inquiets du vide politique parce que tout simplement... Excusez-moi, oui. Ouais, ben elle est là. À tout à l'heure, Sylvain. Oui. Excusez-moi, il y a des travaux communaux, donc il fallait la clé de certains locaux. Je vais en terminer là rapidement, donc ce sera une vidéo très brève. Pour beaucoup de milieux conservateurs, le général de Gaulle apparaît comme un personnage obsolète, et d'autant plus obsolète que Pompidou représente une alternative. Sur ces journées-là, vous avez, une fois n'est pas coutume, des livres absolument passionnants de journalistes. Je pense au journaliste Philippe Alexandre, qui est un des très très bons connaisseurs de cette période. Il a écrit 2 bouquins, donc je vous suggère la lecture en cette période de confinement. Puis je vais m'arrêter là parce que vous allez surveiller ses travaux. L'Élysée en péril. L'Élysée en péril, c'est vu du côté de l'Élysée et du pouvoir l'absence de compréhension et les réactions au coup par coup dans cette crise majeure. C'est fascinant comme analyse de l'intérieur. Et la conclusion, le second bouquin qui s'appelle « Le duel de Gaulle-Pompidou ». Voilà. Donc apparemment, on sort de cette crise par le haut, mais je répète, le Parti communiste est perdant à terme. Celui qui semble avoir perdu à court terme et qui est mort politiquement
une fois de plus, mais c'est pas grave, c'est François Mitterrand. Personne ne parierait en copec à nouveau sur François Mitterrand. Personne n'en veut. Je répète les déclarations de Pierre Mauroy ou de Gaston Defferre, qui envisagent physiquement de le passer par la fenêtre lors des réunions des parlementaires de la gauche démocrate et socialiste, l'intergroupe socialiste radical de la gauche non communiste au Parlement. Et du côté du pouvoir, le général de Gaulle, mais qui est un colosse au pied d'argile, dont le pouvoir a tellement vacillé que chacun comprend bien qu'il n'est plus là pour longtemps. Et donc, il y a toute une série de premières leçons à tirer là-dessus. Et puis, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, mais juste pour le signaler, il y a sur le moyen terme et le long terme l'apparition de gens qui réfléchissent, des gens qui seront appelés progressivement à se recycler dans d'autres cadres. C'est évident pour quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, qui est d'ailleurs interdit de séjour en France à ce moment-là, et qui retourne à l'étranger, notamment en Allemagne. Il y a toute une génération de gens passés par l'extrême gauche, dont un vient de nous quitter, je pense à Henri Weber. Il y a dans les milieux maoïstes des gens comme Alain Jasmard. Il y a, et que vous retrouverez dans la haute administration de l'éducation nationale à partir de 1980. Si sur le moment ce mouvement a échoué, il a constitué le moment fondateur où toutes les bases de la vie politique et intellectuelle française ont été tourneboulées pour préparer ce qui se fera court dans les années 70 et qui concluront pour déboucher le 10 mai 1981, conclusion du programme que j'entends étudier devant vous. Je vous souhaite un bon week-end.